nous allons tenter de démontrer à travers cette conférence l'engagement et le courage d'une profession importante au niveau national, pour le citoyen, pour l'automobiliste, mais aussi pour tous les professionnels que nous représentons aujourd'hui à Equipauto. Nous avons réuni un panel de spécialistes, juristes, avocats spécialisés de la distribution, présidents de chambres de métiers, banquiers, présidents de chambres de garantie, et des gens qui nous apportent un éclairage sur leur expérience et leur engagement autour de cette filière qui est très importante en France et qui est très importante aussi pour le consommateur. En France, la filière des services automobiles, qui pèse jusque 103 milliards de chiffre d'affaires et qui contribue pour 20 milliards d'impôts et taxes, elle ne crée pas d'emplois, elle en détruit. On s'est posé la question et donc on a regardé un petit peu ce qui se passait dans d'autres terres, non pas lointaines mais à proximité. Donc un premier stade qui dit, je résume, en France, quand on crée une entreprise, in fine, on fait 3 emplois, en Allemagne, on en fait 5. Donc je vous propose d'écouter l'interview qu'on a fait d'Agnès Verdier-Molinier, parce que globalement, c'est pas normal qu'en France, et que la filière ne puisse pas créer d'emplois, alors qu'il y a tellement de bons entrepreneurs et de gens engagés dans ce métier. Ce que sont en train de vivre vos entreprises de la filière, mais ce que sont en train de vivre un nombre important de TPE, de PME en France, mais même de TI, c'est cet empilement incroyable de taxes. Et nous, on a fait la comparaison entre une entreprise de taille intermédiaire, donc grosse PME en gros, France, Allemagne, Grande-Bretagne. Déjà, sur les cotisations sociales, un écart hallucinant. On est à 77% quand eux sont dans les 30 ou 40% en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et puis de l'autre côté, on a regardé l'ensemble de la cascade fiscale de taxes sur la production qui existe. Pour une boîte qui fait 43 millions de chiffre d'affaires, vous allez avoir 1 million de taxes sur la production, donc c'est considérable, quand les Allemands ou les Anglais vont être à 50 000 euros de taxes sur la production. Vous évoquez dans votre livre 549 975 créations d'entreprises pour en fait 27 500 emplois réellement créés. Ça pose un vrai problème. Comment notre filière pourrait, in fine, créer de l'emploi pour répondre aux besoins du consommateur? Je pense qu'il faudrait donner 2 messages principaux. 1. La fiscalité des entreprises, il faut absolument la baisser. On n'a pas le choix. C'est pas que les cotisations sociales et c'est pas le CICE et ces 6% qui vont changer quelque chose. 2, c'est le code du travail. Il va falloir revenir dessus. Le rendre beaucoup plus flexible à l'embauche, au licenciement, prévoir potentiellement d'avoir des CDD qui durent beaucoup plus longtemps. Le point très important aussi, c'est sur la fiscalité du capital. Il faut du capital. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment supprimer des mesures comme celle de l'ISF, qui sont absolument contre-productives en termes de création de richesse, inciter chacun qui le peut à investir son impôt sur le revenu en capital des entreprises. C'est l'ensemble des acteurs, des individus dans chaque territoire qui peuvent être aussi les moteurs de l'économie. Les entrepreneurs qui vendent, et il y aura beaucoup de cessions même dans vos activités dans les prochaines années de transmission, que cela, ils puissent aussi investir au capital des jeunes, des nouveaux. Et que chacun d'entre nous, quand il monte une boîte, mais même si c'est une toute petite boîte, mais c'est un acte pour l'intérêt général. Que tous ceux qui tous les jours ouvrent leur garage dans leur petit village, mais c'est quasiment plus d'intérêt général que ne le sont la plupart de nos services publics. Donc pourquoi? Parce que c'est eux qui créent l'emploi, qui créent la valeur ajoutée, qui permet ensuite de créer de la taxe, qui permet ensuite de financer la dépense publique. J'ai l'occasion maintenant, assez souvent, vous l'imaginez, d'être dans les ministères. On a en face de nous des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Ils parlent de légiférer, de réglementer une entreprise, ils ne savent pas ce que c'est. C'est un véritable problème. Et là, effectivement, tout ce qui a été décliné là, il faut qu'ils nous libèrent un petit peu. Il faut qu'ils changent d'idée, il faut qu'ils changent tout court, et nous relibérer un peu tout ça, et nous faire confiance. Voilà ce qu'on veut. La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même dans une reprise qui vient de vos clients finaux, qui vient de la consommation. Pourquoi? Parce que quand il y a une déflation, le moral des Français remonte. Et en effet, ils ont envie de consommer. Dans les enquêtes qu'on vient de faire, on sent qu'ils sont aujourd'hui dans la consommation. Ils le font plus par plaisir. On n'avait jamais vu ça dans les statistiques depuis 2000. Autant de consommateurs qui vous disent qu'ils veulent le faire par plaisir plus que par nécessité.
la silver economy, c'est quand même là que vous avez, vous, sur le local, une emprise la plus forte. Je rends service et la proximité, c'est vraiment l'atout pour cette cible-là. Un garagiste est pénalement responsable, alors qu'un médecin ne l'est pas. Vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ? Les garagistes sont tenus, au terme du Code civil, parce que c'est une obligation de délivrer un bien, une obligation matérielle, sont tenus d'une obligation de résultat. Sur la responsabilité pénale, maintenant, c'est vrai que l'entrepreneur, le garagiste en l'occurrence, mais l'entrepreneur en général en France peut se sentir véritablement cerné par la loi, dans la mesure où il existe un principe quasi automatique de responsabilité du chef d'entreprise du fait des manquements de nature pénale tout de même, de l'entreprise elle-même. Alors on n'est pas dans la responsabilité du fait d'une réparation mal effectuée, mais on est dans les responsabilités du fait des conséquences, par exemple, de cette réparation mal effectuée, lorsque celle-ci induit une incapacité temporaire, permanente, voire le décès de l'utilisateur du véhicule. On demande le standard maximum aux professionnels, et on fait peser sur lui d'ailleurs une responsabilité, si je reprends le cas du garagiste, qu'il n'est pas forcément complètement en mesure d'assumer, dans la mesure où la réparation d'un véhicule, il y a beaucoup d'éléments qui tiennent à l'art du garagiste, mais il y a beaucoup d'éléments qui tiennent aux pièces qu'il utilise, beaucoup d'éléments qui tiennent à la conception du véhicule dont il n'est pas responsable, ou à l'électronique, l'informatique, on parlait de la voiture connectée, l'électronique, l'informatique qui sont devenus prégnants dans le fonctionnement d'un véhicule et que le garagiste ne contrôle pas nécessairement ou n'a même pas les moyens de contrôler. Alors maintenant, on va aborder le volet social d'un point de vue de l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'imagination anxiogène ? Enfin, tout n'est pas anxiogène, sinon, effectivement, on ne serait pas là. Président ? Si le chef d'entreprise va pas bien, l'entreprise ira pas très bien. Parce que il ne faut pas oublier que quelquefois, une entreprise a des difficultés passagères, parce qu'il y a un événement familial, parce qu'il y a un événement, il peut y avoir un divorce, une maladie, un décès. Pendant 1 an, on aide le chef d'entreprise en indemnité journalière pour ou reprendre son entreprise et puis redémarrer et refaire ce qu'il faut, ou se reformer sur un autre métier et changer de voie. J'ai cru comprendre quand on a préparé cette interview que plus ça passe, plus la pile de papier à remplir monte un peu, à tel point que, encore vous êtes grand, mais alors moi, ça y est, je suis dépassé par les papiers. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut simplifier le code du travail, il faut simplifier aussi l'administration de nos entreprises. Il faut savoir que les artisans aujourd'hui sont peu nombreux par rapport aux auto-entrepreneurs. 50% des gens que nous inscrivons dans les chambres des métiers sont des auto-entrepreneurs. Et pour moi, je suis désolé, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des gens qui créent leur emploi, mais qui ne créent pas l'emploi. Notre branche, elle existe, avec des vraies réalités. Et il faut le faire savoir. Il faut que cette politique de branche que l'on veut implique effectivement notre capacité à nous gérer par nous-mêmes. Alors, parlez-nous de l'environnement, de l'hygiène, de la sécurité, dont on pourrait considérer que finalement c'est un mal pour un très grand bien. Mais effectivement, en matière d'environnement, pour autant, il y a effectivement beaucoup de réglementations, que ce soit en matière de gestion des déchets, les déchets dangereux, les déchets non dangereux, donc les trier, les faire collecter. C'est un coût également pour l'entreprise. Il y a également les sujets concernant la protection de l'eau, le traitement des eaux, les sujets fluides frigorigènes, les gaz de clim. Il y a également tous les sujets pollution de sol. Et la pollution de sol, vous le savez, peut-être certains ont été confrontés, ça peut avoir un impact extrêmement important sur la valeur de l'entreprise au moment d'une éventuelle cession. Et puis au-delà, voilà, ça peut au quotidien être quand même compliqué vis-à-vis du voisinage. Donc oui, il y a des réglementations. Qui sont là. On essaye de faire le maximum auprès des ministères pour éviter des excès de réglementation. On a à peine appliqué l'une, qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Donc c'est vrai que ça n'est pas simple. Pour autant, ces changements, ces évolutions de notre société, à mon sens, peuvent et doivent être des opportunités pour nos métiers, pour se positionner, redevenir acteurs, être des acteurs majeurs de l'avenir de la mobilité. Alors, le CIC, mis à part faire de la publicité à la radio pour nous expliquer qu'il faut changer de banque, est-ce qu'il prête de l'argent sur le court, moyen et long terme ?
le positionnement de notre groupe historique, c'est d'accompagner les PME sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la France, à travers notre réseau des 6 banques régionales. Et je crois que si nous sommes partenaires aussi du CNPA, c'est aussi à travers mon entreprise auto, à l'origine. Donc on est bien conscient de l'importance de cette transmission d'entreprise, que nous travaillons aussi en collaboration avec des intervenants comme CIAJ, par exemple, justement pour financer des reprises, pour financer le développement de ces PME. On peut aussi travailler, bien sûr, avec un intervenant qui est important en France, qui est BPI France. On voit que c'est quand même assez compliqué. Du coup, entre le financement de long, moyen et court terme aussi, parce que souvent les entreprises sont confrontées à des problèmes de court terme. Et on a toujours le sentiment quand même, globalement, que c'est très compliqué. La concurrence fait que les banquiers qu'on est sont forcément dans une démarche de clients, en fait, et que vous avez des clients, nous aussi. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, satisfaire nos clients, c'est extrêmement important. Pour autant, on est assez exigeant sur l'embarquement et la motivation que doit revêtir le chef d'entreprise, parce que c'est lui qui, au quotidien, va recevoir son client et le traiter. On avait signé en 2014 un engagement qui était de répondre sous 15 jours à toutes nos demandes de financement, sous réserve que le dossier soit complet, et un certain nombre d'engagements sur la stabilité de nos effectifs. Voilà, des engagements qui se font justement pour le traitement de la qualité des dossiers des clients. C'était là-dessus. Donc quand on intervient là-dessus, bah oui, dans 90% des cas, on répond sous 15 jours. Et quand je regardais juste les statistiques, c'est ce que je voulais dire à la fin, c'est quand on voit qu'à fin août, les banques, dans leur ensemble, Statistique Banque de France, ont délivré plus de 582 milliards d'euros de financement aux entreprises. C'est pas rien, quoi. C'est pas le crowdfunding avec 600 millions d'euros, c'est 582 milliards. Alors Françoise, parlez-nous des scopes, parce que c'est quand même un modèle assez passionnant, qui a une histoire, mais qui donne aussi une prospective. C'est quoi une SCOP ? C'est une entreprise qui appartient à ses salariés, tout simplement. Donc l'ensemble des associés sont majoritaires dans l'entreprise. Ils la dirigent, ils la contrôlent. Ce sont des entreprises qui sont toujours sur le long terme, puisque les salariés sont réinvestisseurs. Voilà, actionnaires et réinvestisseurs, puisque finalement, souvent, ce qui est gagné dans l'entreprise est réinvesti dans l'entreprise. Donc l'épargne salariale dans nos coopératives prend une dimension entrepreneuriale très forte. Entreprendre, c'est la vie, tout simplement. On vit parce qu'on entreprend et on entreprend parce qu'on vit. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important et je pense que dans globalement les métiers de l'automobile, on a affaire à des entrepreneurs. Et spécifiquement autodistribution, on peut le dire à deux niveaux. Nous sommes des entrepreneurs de la distribution de pièces, qui est notre métier de base. Et puis aussi, nous soutenons nos clients garagistes, carrossiers, qui eux sont des entrepreneurs de la réparation. Et notamment, quand je vois l'engouement aujourd'hui qu'ont nos clients pour le concept AD et les entrepreneurs de qualité que nous avons au sein des réseaux AD, je suis pleinement rassuré. La France a encore le goût d'entreprendre. Mais les difficultés, ça vous fait pas peur? Parce qu'on pourrait dire que c'est un peu ce qui ressort du colloque. Finalement, la barque est assez chargée pour l'entrepreneur. Et si on l'allégeait un peu, c'est ce que disait tout à l'heure sans doute le président Bartholomé, on pourrait aller beaucoup plus loin. Je pense que nous sommes du même avis. Il y a des choses à alléger, c'est évident. La DGCCRF elle-même estime qu'il est parfaitement difficile et ô combien difficile pour un entrepreneur garagiste de respecter à la lettre tous les textes qui sont sans doute un peu trop contraignants en matière notamment d'affichage, de transparence des prix, de devis, etc. Alors que globalement, moi je le dis, les réparateurs sont avant tout des entrepreneurs, des professionnels exigeants, ils ont une clientèle, ils ne veulent pas la trahir. Donc un réparateur, globalement, on peut lui faire confiance. L'intervention de Stéphane Antiglio, que l'on connaît bien maintenant, allez, je me fais un petit peu de plaisir. J'ai l'impression qu'il serait au CNPA ou moi avec lui, ça ne poserait pas de problème. Il dit exactement pareil que nous. Donc là, je pense que la filière, elle a vraiment de la complémentarité qui est en train de venir. Ça se sent, c'est évident. Donc voilà, c'est plutôt très encourageant de voir comment, au-delà de tout ce qu'on a vu, les contraintes, ce qui pèse dans nos entreprises ou pas, qu'il y a encore des gens qui ont le sourire, ils en veulent, ils réussissent, c'est formidable. Donc il faut continuer à entreprendre. C'était le message quand même du colloque. Nous espérons que ce colloque a permis d'avoir un éclairage important sur les engagements de la profession.
nous essaierons, à partir de maintenant, d'organiser des colloques, des conférences, des réunions qui iront dans la profondeur de certains thèmes que nous avons abordés aujourd'hui.